Donnons la parole à la Fédération de Russie. Госпожа председатель, прежде всего... Madame la Présidente, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux représentants permanents de la Suède pour la tragédie intervenue à Stockholm. Dans la nuit du 7 avril, les États-Unis ont mené une frappe militaire contre un territoire souverain, celui de la Syrie. Cette frappe militaire est une violation flagrante du droit international. C'est un acte d'agression. Nous condamnons vigoureusement toute action illégitime de la part de la partie américaine. Et cette action est une action illégitime. Les répercussions d'une telle action peuvent être très graves, tant pour la stabilité régionale que pour la situation internationale. Cette attaque est une violation flagrante et très grave du mémorandum signé en 2015 visant à prévenir les incidents aériens, visant à assurer la sécurité dans le cadre des opérations dans l'espace aérien syrien. D'ailleurs, le ministère russe de la Défense a suspendu toute coopération avec le Pentagone dans le cadre de cet accord. Ces derniers temps, l'administration américaine nous a beaucoup parlé de la nécessité de lutter contre le terrorisme international. C'est ainsi que l'on a justifié la présence de militaires américains et de leurs alliés sur le territoire syrien, alors qu'ils s'y trouvaient sans l'assentiment des autorités légitimes en Syrie et sans autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une façon de manipuler et d'instrumentaliser la Charte des Nations Unies. Et c'est inacceptable. Dans les faits, les États-Unis, finalement, ne font que renforcer le terrorisme. Cette frappe a visé les infrastructures militaires syriennes, l'aviation militaire de la Syrie. C'est-à-dire que c'est une attaque qui a visé ceux-là même qui mènent une lutte acharnée contre le terrorisme depuis des années. Ces mêmes terroristes, aujourd'hui, se réjouissent évidemment de l'appui qui leur a été apporté par Washington. Et nous en voyons la preuve. Juste après la frappe, l'EIL et le Front al-Nusra ont attaqué des positions de l'armée syrienne. Nous le répétons encore une fois ici, les forces syriennes constituent l'acteur principal de la lutte contre le terrorisme en Syrie. Sur qui compte-t-on pour lutter contre le terrorisme? Les formations illégitimes militaires qui font de nombreuses victimes et qui coopèrent avec ces mêmes terroristes. Vous voyez ce qui s'est passé en Irak, en Libye, au Yémen. Les répercussions de vos actes dans ces pays sont flagrantes. Et d'ailleurs, ces actes sont contraires au communiqué de Genève que nous avons élaboré ensemble. Communiqué qui dit que le règlement doit se faire en garantissant la solidité des institutions de l'État. La Fédération de Russie avait à plusieurs reprises dit ici même qu'il était indispensable de former une coalition internationale de lutte contre le terrorisme, une coalition qui reposerait sur les normes du droit international. Nous l'avons dit à plusieurs reprises à Washington. Nous avons dit que nous étions prêts à coopérer à cette fin. Mais Washington a choisi de suivre une autre voie. Et n'oublions pas ce qui s'est passé lorsque vous l'avez fait par le passé, toutes les tragédies que cela a entraînées pour les pays de la région et pour les populations de ces pays. Réfléchissez aux conséquences de vos actes. Souvenez-vous de ce que vous avez déjà accompli, entre guillemets, au Proche-Orient, ce que vous y avez commis comme crime. N'oubliez pas que vos actes ont une conséquence incroyable sur la situation en Syrie, extrêmement grave. Les tentatives de promouvoir le processus politique que vous prétendez faire sont hypocrites. Après ces frappes militaires, nous en avons la preuve, alors qu'il y a eu des avancées à Astana et à Genève ces derniers temps. Vous n'avez fait que rompre ce processus, ces progrès
Quels sont vos objectifs? Et d'ailleurs, ces progrès, ce n'est pas grâce à vous que nous les avons accomplis. Une fois de plus, on utilise l'argument des armes chimiques. Aujourd'hui, dans le cas de la Syrie, on a joué la carte des armes chimiques en présentant un projet de résolution qui a été présenté par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La logique sous-tendant ce projet de résolution était fausse, car elle reposait sur la présomption de culpabilité. Pourquoi n'obéissez-vous pas à cette même logique dans d'autres contextes? Nous savons que la raison à cela, c'est qu'à Washington, à Paris et à Londres, je l'ai dit en consultation et je le répète aujourd'hui, on n'a qu'une seule obsession, une idée paranoïaque, celle du renversement des autorités légitimes syriennes. Et d'ailleurs, nous en voyons l'illustration dans l'intervention haineuse du représentant permanent du Royaume-Uni. Monsieur Rycroft, je vous invite à renoncer à ces argumentations qui sont basses et ne sont pas diplomatiques, non, qui ne sont pas professionnelles. Ce sont des accusations mensongères que vous portez contre mon pays. Et je vous le dis encore une fois, n'essayez pas de nous monter contre les pays du monde arabe. Vous n'y arriverez pas. Et c'est la raison pour laquelle vous agissez de la sorte. Vous savez que vous n'y arriverez pas. Cela vous cause une frustration qui explique votre attitude. Les pays arabes se souviennent très bien de votre hypocrisie coloniale. L'ambassadeur Rycroft, dans son intervention, a cherché à détourner notre attention du cœur du problème, mais vous n'y êtes pas parvenu. Je vais donc rappeler ce qu'il s'est passé. Les auteurs de l'initiative de ce projet de résolution ne s'en sont pas intéressés à l'importance de mener une enquête indépendante par des autorités compétentes pour déterminer ce qui s'est réellement produit à Khan Sheikhoun. Mais ce n'est pas tout. Vous avez peur qu'une telle enquête soit menée. Vous avez peur qu'une enquête indépendante puisse être menée sur cet incident. Pourquoi? Il se pourrait que les résultats d'une telle enquête aillent contre votre discours, votre rhétorique anti-régime, entre guillemets. Il y a eu d'autres cas similaires pour la Ghouta orientale et pour d'autres régions où il y a eu des incidents. Et maintenant, c'est le cas pour Khan Sheikhoun. Vous avez peur d'une enquête. On nous dit qu'il y a des preuves concrètes quant au recours par les autorités, par l'armée syrienne aux armes chimiques, d'après des services de renseignement. Mais on vous a demandé de nous montrer ces preuves et les spécialistes pourront déterminer si c'est le cas ou pas. Mais n'oublions pas que le général Powell, ici même, dans cette salle, nous avait montré une fiole qui contenait prétendument des substances qu'on n'a jamais trouvées au final sur le territoire irakien. Et pourtant, il y a eu des conséquences à cela. Le monde est aujourd'hui multipolaire et complexe. Il faut en tenir compte. Nous avons proposé des alternatives à nos partenaires, mais vous ne souhaitiez pas coopérer avec nous. Vous ne souhaitiez pas coopérer car vous n'aviez pas d'arguments. Notre initiative était pourtant fondée sur un appel à ce que des spécialistes soient sollicités dans le cadre de l'OIAC et du mécanisme d'enquête conjoint de l'OIAC et de l'ONU pour enquêter sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Nous avons demandé à ce que cela se fasse le plus rapidement possible, que ces experts obéissent à une représentation géographique équitable et qu'une enquête soit diligentée sur place. On a demandé aux parties syriennes de
garantir à ces spécialistes un accès sûr et sans entrave au lieu des incidents. Mais rappelons une chose importante, c'est que les autorités syriennes ne contrôlent pas cette partie de la province d'Idlib. Dans cette province d'Idlib, on trouve surtout des groupes militaires qui sont instrumentalisés par des forces étrangères et qui ont des liens très forts avec les groupes terroristes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont beaucoup à cacher, notamment en ce qui concerne les armes chimiques. Vous cherchez à les couvrir, comme vous cherchez à couvrir les combattants d'Alep. Quand on a libéré Alep, les choses sont devenues très claires. Vous le savez. Il y a eu des entrées illégales d'armes chimiques sur le territoire syrien. Les autorités syriennes l'avaient signalé. Ces informations avaient été ignorées, alors qu'on savait que les armes chimiques allaient se retrouver entre les mains des terroristes. La mission de l'OIS et la mission d'établissement des faits est une mission qui ne fait pas un travail impartial, car elle recourt à des informations trouvées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Elle compte sur l'opposition syrienne et sur des organisations à la réputation très douteuse. On ne travaille pas sur les lieux de l'incident. On n'y pense même pas. On ne pense même pas à solliciter l'aide des témoins sur place. Mais je pense que ce n'est pas la bonne approche. Et cela ne vaut rien, d'ailleurs. Toutes ces enquêtes ne valent rien. Dans notre projet, dans notre initiative, nous avons dit également qu'il était nécessaire de mettre en place une équipe d'enquête représentative de tous les pays. Et c'est très important pour l'impartialité, pour la confiance. Nous le savons, jusqu'ici, la mission d'établissement des faits est dominée par les représentants d'un État. Un État qui est d'ailleurs en première ligne de la campagne menée contre les autorités de Damas. J'en veux pour preuve le fait que l'on ne prête pas attention aux attaques chimiques perpétrées par les terroristes dans la région. Prenons par exemple la situation à Mossoul. Est-ce que la communauté internationale a réagi? Ceux qui aujourd'hui appellent à l'indignation concernant Khan Sheikhoun ont-ils dit la même chose concernant Mossoul? Pourquoi ne voyons-nous pas à la une de vos journaux la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Mossoul, une ville assiégée où des centaines de milliers de personnes sont victimes, sont des victimes innocentes également. On cherche donc à détourner notre attention de la situation qui est provoquée aujourd'hui par des actions unilatérales où des installations civiles et des maisons sont prises pour cible. Il n'y a même pas de couloir humanitaire. Il y a cette petite fille, Avra, une petite fille de la ville de Mossoul. Vous n'en avez pas dit un mot de cette petite fille, alors que cette petite fille est le symbole de cette tragédie. Sa maison a été bombardée par la coalition. Tous ses proches, toute sa famille a été tuée dans cette attaque. Elle a survécu, heureusement, à l'attaque grâce aux médecins qui se sont battus pour elle. Elle n'est plus dans un état de santé critique aujourd'hui, mais elle ne voit presque plus rien. Elle a perdu la vue. Mais nous n'allons pas vous montrer des photos, nous n'allons pas faire preuve de cynisme ici. Mais n'oubliez pas Mossoul. Et ne me dites pas que je cherche à détourner l'attention de la Syrie en vous parlant de Mossoul. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que ce sont des mensonges. Ne cherchons pas à détourner l'attention d'une situation ou d'une autre. Tout ce que nous voulons, c'est vous dire ce qu'il en est. Si nous luttons contre le terrorisme, si nous voulons vraiment lutter contre le terrorisme, il faut le faire sur des critères communs et non pas sur des principes à géométrie variable. Et ne cherchez pas, encore une fois, à nous monter contre les autorités irakiennes.
Vous n'y parviendrez pas, c'est impossible. Nous avons des relations solides avec l'Irak, contrairement à vous. Une dizaine de membres non permanents du Conseil de sécurité ont cherché à trouver un compromis. Hier, lors de consultations que nous avons convoquées, ils ont remercié la délégation américaine qui a reporté le vote. Mais il n'y avait pas à remercier la délégation américaine. Nos collègues ne pouvaient pas imaginer, au moment de remercier la délégation américaine, que ces décisions n'étaient pas motivées par la volonté de travailler de manière constructive. Car à Washington, le choix avait déjà été fait, le choix d'une action militaire, cette même action militaire qui a été menée aussitôt que les membres du Conseil ont quitté le bâtiment de l'ONU. Nous appelons aujourd'hui les États-Unis à mettre un terme immédiatement à cette agression et à se joindre aux efforts de règlement politique en Syrie, à commencer vraiment à lutter contre la menace terroriste. Nous sommes toujours prêts à une telle coopération, encore et toujours. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déclarations insultantes que nous avons dû entendre, concernant notamment le droit de veto. Un droit de veto que nous utilisons d'ailleurs de manière très responsable. Nous n'utilisons que ce droit de veto que lorsque vous, ici, au Conseil de sécurité, cherchez à justifier vos projets géopolitiques irresponsables. Le Conseil de sécurité se doit de prendre des décisions concertées. Les projets aventuriers et géopolitiques ne pourront jamais être approuvés au sein de ce Conseil. Merci beaucoup. Je remercie la Fédération de Russie